ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'une des disparitions qui a probablement le plus retourné l'Angleterre à l'époque. C'est l'histoire d'un mec qui va acheter des patates et à qui il va arriver quelque chose de complètement hallucinant. Tellement hallucinant qu'il y a des gens qui vont penser que c'est des aliens qui ont fait ça. Vous savez comme on apprécie les aliens. Alors tout ça va se passer le 6 juin 80 et Zygmunt Hamski, qui est un mineur de fond d'origine polonaise, il va disparaître sans laisser absolument aucune trace. Tout ça après être sorti acheter des pommes de terre. Alors 5 jours plus tard, on va retrouver son corps dans des circonstances absolument très étranges. Tout ça à plus de 40 km de son domicile. Cette affaire qui n'a bien sûr jamais été élucidée, comme je vous l'ai dit, elle a retourné l'Angleterre à l'époque. C'est l'un des mystères les plus troublants de l'histoire britannique, tout simplement. Il y en a qui disent ça. Ça a évidemment alimenté beaucoup de théories, allant du crime crapuleux à l'enlèvement par des extraterrestres. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous relater les faits complètement bizarres qui se sont produits tout autour de cette affaire, mais aussi les incohérences troublantes et les différentes hypothèses qui ont été proposées. Et peut-être que on va se faire une idée de ce qui est arrivé à ce pauvre Zygmunt. Je suis désolé si je sue, mais il fait 200 degrés, les amis. Zygmunt, il est né en 1923 en Pologne, et lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939, Zygmunt se fait capturer et puis il est déporté. Donc après la libération, en 1945, Zygmunt, il va quitter l'Allemagne, il arrive en Angleterre, c'est dans la ville de Leeds qu'il va poser ses bagages et qu'il va rencontrer sa future femme, Leocadia, qui est surnommée Lottie. Il va apprendre que cette dame était également prisonnière des Allemands durant la guerre, et c'est en 1951 qu'ils vont se marier. Le couple s'installe finalement dans ce petit village qui s'appelle Tingley, et Zygmunt, il va trouver un emploi comme mineur de charbon, un travail extrêmement difficile, mais plutôt stable, qui va permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer. Alors durant 27 ans, il va travailler fidèlement à la mine, gagnant le respect de ses collègues. C'est un homme qui est très discret, il est plutôt timide. De temps en temps, il va se mettre 2-3 pintes au pub. Zygmunt et Lottie, ils sont très proches et ils s'aiment beaucoup. Leurs voisins, ils témoignent même de leur attachement mutuel et de la vie tranquille qu'ils vont mener. Sauf qu'à un moment donné, la santé de Lottie, elle va un peu se dégrader. Même beaucoup se dégrader parce qu'elle va faire une sclérose en plaques et elle va se retrouver en fauteuil roulant. Et donc, heureusement qu'elle a Zygmunt, parce que sans lui, elle serait dans la galère la plus totale. Sauf que voilà, patatras, la santé de Zygmunt va aussi défléchir. Lui, il souffre d'une affection pulmonaire qui rend parfois sa respiration très difficile. Vous imaginez, il doit s'occuper de sa femme qui est dans un état pas facile, lui, il peut plus respirer, c'est compliqué. Partant de tous ces problèmes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander sa retraite anticipée pour partir de la mine. Et donc on imagine que ses problèmes pulmonaires sont liés à son travail dans la mine, il a dû choper la silicose. Silicose, c'est de la silice dans les poumons, voilà, ça vous taillade les poumons, et ça finit par faire malheureusement des cancers, des choses comme ça. Mauvaise nouvelle, sa première demande de retraite anticipée, elle va être totalement rejetée. Après révision, finalement, elle va être acceptée. Sauf que voilà, Zygmunt n'entendra jamais cette confirmation, puisqu'il va tout simplement disparaître. Il y a fort longtemps, un beau jour quand j'étais au Japon, j'ai allumé mes données d'itinérance 30 secondes et j'ai eu 200 balles de hors forfait. Cette vidéo est en partenariat avec Saily, qui est une application de eSIM conçue par NordVPN. Ouais, parce que maintenant avec Saily, vous propose des cartes SIM dématérialisées, il n'y a même plus besoin de mettre les petites cartes dans les téléphones. Alors comment on procède? C'est très simple. Dans un premier temps, on télécharge l'appli Saily qui est sur iOS ou Android. Vous avez ensuite le choix du forfait parmi 190 pays et 8 régions. Après ça, vous suivez ce que vous dit l'appli pour installer votre SIM virtuelle. On est tous d'accord pour dire que les boîtiers Wi-Fi quand on est en voyage, c'est une galère. Soit on se fait douiller, soit ça marche pas, soit on n'arrive pas à parler avec les gens qui nous le vendent. Tout ça est terminé avec Saily. Plus d'attente pour l'allocation du boîtier à l'aéroport, plus d'arnaque à la carte SIM, mais surtout, plus de hors forfait qui va vous faire hypothéquer votre maison. Il y a des gens qui ont eu des milliers d'euros de hors forfait à cause de ça. Avec Saily, vous avez même des offres de SIM mondiales si vous changez de pays durant votre road trip ou juste de région. Avec Saily, vous serez averti quand vous aurez consommé 80% de vos données, donc il n'y a pas de surprise, vous pouvez recharger directement après. En cas de galère, vous avez évidemment une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Dans Saily, en plus de ça, il y a un simulateur d'emplacement, une sorte de petit VPN. Saily, dans votre téléphone, il va aussi intégrer un bloqueur de pub, une protection web, bien évidemment avec le lien dans la description. Chopez votre eSIM avec le code TOONY et obtenez une promotion absolument incroyable, une magnifique réduction, comme vous le voyez, de 28,6%. C'est extrêmement précis. Merci à tous, merci à Saily. Nous sommes le vendredi 6 juin 1980, une journée absolument ordinaire pour Zygmunt. Il va se rendre au centre-ville de Wakefield, tout ça pour faire des courses en compagnie de sa cousine et du fils de celle-ci, qui sont en visite depuis la Pologne. L'après-midi, le trio va rentrer au domicile pour partager un repas, notamment un fish and chips, c'est précisé. En même temps, t'es en Angleterre, tu veux manger quoi d'autre? L'ambiance, elle est joviale, elle est plutôt détendue, et Zygmunt, il semble particulièrement de bonne humeur et relativement en forme, très probablement parce qu'il a le mariage de son filleul le lendemain, et il est très
content de pouvoir fêter ça. C'est un homme heureux. Alors il est content parce que Zygmunt, il a été choisi pour l'accompagner à l'hôtel et c'est un honneur de remplir cette tâche. Ses proches, ils vont confirmer que pour absolument rien au monde, il aurait loupé cette occasion, cette invitation. Surtout qu'il était le témoin, voilà, il emmenait la personne à l'hôtel. Zygmunt, il était hyper heureux de faire ça, il avait même préparé un discours, tout était prêt, sauf que là, il va complètement disparaître, ce qui rend cette disparition encore plus suspecte, puisqu'on sait qu'il voulait absolument aller à ce mariage. Et donc à 15h30, ce vendredi après-midi, Zygmunt, il annonce qu'il va se rendre à l'épicerie locale, qui est située à quelques centaines de mètres de son domicile, tout ça pour acheter les fameuses patates. Laska, sa cousine, à ce moment-là, elle va lui dire « Si tu veux, je t'accompagne pour porter des trucs », sauf que Zygmunt, il va dire « Bah non, le magasin, il est à côté, c'est pas la peine, reste là, tranquille. J'en ai pour 2 minutes. » Le fameux daron qui part acheter des clopes et qui revient jamais. Il est sorti acheter des clopes et il est jamais revenu. À ce moment-là, il prend sa veste, dans laquelle se trouve son portefeuille contenant environ 20 livres sterling. Son permis de conduire, mais aussi quelques pièces de monnaie. À noter un détail, il prend ni ses clés de maison, ni ses clés de voiture, ce qui signifie qu'il va revenir assez rapidement. Et donc, en quittant son domicile, Zygmunt, il va échanger quelques mots avec son voisin, qui lave sa voiture à ce moment-là. Cette conversation banale, elle ne relève rien d'anormal dans le comportement de Zygmunt. Tout est absolument normal, je veux dire, il n'y a rien de bizarre. Et le voisin, il se souvient même avoir demandé s'il allait boire une bière, ce à quoi Zygmunt a répondu qu'il était un petit peu trop tôt pour cela. Son voisin aimait boire à 6h du matin, écoutez, on a tous un voisin comme ça. Zygmunt se rend bel et bien à l'épicerie locale où il va effectuer ses achats, l'achat des pommes de terre. Le commerçant, il va noter que Zygmunt, il paraît joyeux et semble préoccupé par rien de particulier. Et c'est la dernière fois que quelqu'un voit notre ami Zygmunt Adamski vivant. Et on ne retrouvera jamais les courses qu'il a faites. À ce moment-là, Zygmunt ne rentre pas à la maison. Les gens vont s'inquiéter. Son épouse Lottie, elle va commencer à avoir peur très sérieusement. Elle connaît la nature extrêmement fidèle et prévisible de son mari et elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle va contacter la police de Wakefield, tout ça pour signaler évidemment sa disparition. La police, elle va réagir assez rapidement parce qu'elle va envoyer des recherches pour retrouver Zygmunt. Vous avez des enquêtes intensives qui vont être menées et il y a un appel à témoins qui est publié dans les journaux locaux. Alors, malgré tous ces efforts, tout ça ne donne rien. On ne retrouve pas Zygmunt, il a disparu de la planète Terre. Bon, évidemment, à ce moment-là, toute sa famille le recherche activement, et ce, durant des jours entiers. Sauf que personne ne pense à étendre les recherches à des dizaines de kilomètres plus loin. On se dit, c'est pas possible, il est pas allé aussi loin à pied. Notamment jusqu'à la ville de Todmorden, qui est située à 40 km de là. Et durant 5 jours, Zygmunt, il va rester introuvable. Absolument aucune trace de lui n'est signalée. Des vérifications vont être effectuées auprès des médecins des hôpitaux, mais absolument aucun patient ne correspond à la description de Zygmunt. Rien du tout, c'est le néant total. 11 juin 1980, il est 11h45, découverte absolument abominable. On est quasiment 5 jours après la disparition de ce cher Zygmunt. Vous avez Trevor Parker, le fils d'un marchand de charbon à Todmorden, donc cette ville située à 40 km, qui va faire la découverte de Zygmunt. Donc en arrivant dans la cour de son père, il va trouver un corps d'homme allongé dans un creux au sommet d'un tas de charbon de 4 mètres de haut. Le timing, il est plutôt troublant parce que Trevor Parker, il s'était déjà rendu dans la cour le matin même à 8h15 et il est absolument sûr et certain à 2000% qu'il y avait absolument aucun corps dans ce tas de charbon. Donc entre 8h45 et 15h45, le gars, Zygmunt, est arrivé sur ce tas de charbon. On ne sait pas comment. Alors entre-temps, pendant son absence, les portails de la cour étaient restés déverrouillés au cas où des livraisons arriveraient, mais aucune n'a eu lieu. Évidemment, il est très choqué par sa découverte. Vous trouvez un mec dans votre jardin, voilà, ça surprend toujours un peu. Trevor Parker, il va rester complètement immobile, il est figé par la peur, mais il va finir par appeler une ambulance. Il va observer le corps et il va constater qu'il y a des choses étranges dessus. À noter que déjà, c'est compliqué de monter jusqu'au corps parce qu'il a plu, et je vous rappelle que de la pluie sur du charbon, c'est jamais très funky. Il arrive à apercevoir que Zygmunt porte une veste et sa chemise est manquante. Il va remarquer également que ses vêtements semblent avoir été manipulés de manière inhabituelle. Notamment son pantalon et ses chaussures étaient attachés grossièrement, comme si quelqu'un sans expérience avait tenté de les remettre correctement. Sa veste, elle était également mal attachée. C'est comme si quelqu'un l'avait habillé un peu à l'arrache, voilà. Parker, il va remarquer également d'étranges marques de brûlures à l'arrière de la tête, du cou et des épaules. Environ 25 minutes après, vous avez la police qui débarque pour interroger Parker et évidemment examiner le corps. À ce moment-là, vous avez un des flics qui va monter pour aller examiner le corps. Il va constater que l'homme, il semble avoir une cinquantaine d'années, et lorsqu'il se penche au-dessus de lui, il remarque une expression de terreur dans ses yeux et sur son visage, comme s'il avait vu quelque chose d'absolument effroyable. Ses yeux sont grands ouverts et fixent le ciel, sa bouche est légèrement entrouverte, laissant voir ses dents. Ses cheveux ont été coupés, très courts, en brosse, de manière grossière. Qui coupe les cheveux d'une victime? Je ne sais pas. Et donc à l'arrière de son crâne, le policier il va remarquer plusieurs petites marques de brûlures, similaires, en forme
et en taille. En déplaçant délicatement la tête pour examiner d'éventuelles blessures, il va découvrir à la base du crâne une grande plaie suintante d'environ 5 cm de long sur 4 cm de large. Et là, il va retrouver une espèce de substance bizarre qui est étalée sur la plaie. Les bras de l'homme reposent sur son ventre, mais ne sont pas croisés, comme s'il dormait. Alors, il y a un fait très étrange, il n'y a aucune trace de poussière de charbon sur l'homme. Ce qui peut laisser penser que le corps a été déposé ici, plutôt que le fait que Zygmunt ait escaladé tout seul, puisqu'il n'était pas sale du tout. Évidemment, les policiers vont fouiller tous les alentours de la cour, mais ils vont rien trouver. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils ne trouvent aucune trace sur le tas de charbon qui pourrait montrer que quelqu'un est monté pour déposer Zygmunt, comme s'il avait été déposé du ciel, quoi, balancé. Le seul élément notable, c'est une trace de pneu que le propriétaire de la cour ne reconnaît pas comme provenant de l'un de ses véhicules. Le tas de charbon étant récent, le corps n'a pas pu arriver avec une livraison de charbon. Il y a un autre élément intriguant, c'est la visibilité du tas de charbon depuis les trains qui passent et s'arrêtent à la gare. Ça implique que tous les passagers sur le quai ou regardant par la fenêtre d'un train auraient pu voir le corps. Surtout s'il avait été là durant plusieurs heures, comme on l'a vu entre 8h et 15h à peu près. Il y a plein de trains qui sont passés entre temps. Alors peut-être que les gens ils se disent, le mec dort sur un tas de charbon, mais vu la tronche qu'il avait, les yeux comme ça, la bouche ouverte, bon, après j'ai envie de vous dire, quand je vois les vidéos des gens qui ont des accidents ou des trucs comme ça, il y a personne qui s'arrête pour les aider. Les gens dans le train, ils en ont rien à foutre de voir un Maccabée sur un tas de charbon. C'est possible. Bon, finalement, le corps il va être transféré à la morgue de Eight Bend Bridge, à proximité, pour une autopsie. Le soir même, donc on perd pas de temps, à 21h15 précise, il y a une autopsie qui va être faite par le docteur Alan Edwards. Selon son examen, Edwards, il estime que le moment du décès se situe entre 11h15 et 13h15, soit environ 8 à 10 heures avant l'autopsie. On imagine donc que le corps était sur ce tas de charbon durant environ 2 heures. L'examen, il va révéler aucune blessure physique majeure, ni lésion interne, ce qui indique que la victime n'est probablement pas décédée suite à une agression. Le docteur qui est en train de faire l'autopsie, il va remarquer également ces brûlures bizarres, ces taches, avec par-dessus une espèce de pommade gluante qui a été posée. Alors, le docteur Edwards, il pense que ces marques indiquent un contact avec une substance corrosive, mais il n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. À noter que ces brûlures, c'est pas des petites brûlures hein, quand même, il est bien cramé, mais ça peut pas faire mourir quelqu'un. Donc c'est pas ça la cause du décès, c'est pas ces petites brûlures là qui sont bizarres. Le docteur suppose qu'elles auraient pu provoquer une frayeur et déclencher une crise cardiaque chez Zygmunt. Finalement, le médecin légiste, il va mettre en cause de décès cause naturelle. La victime étant visiblement décédée d'une insuffisance cardiaque due à une cardiopathie ischémique, mais aussi d'un emphysème. On va pas rentrer dans les détails techniques voilà, du cœur. Il y avait des problèmes cardiaques. Le corps de Zygmunt, il ne présente qu'un jour de repousse de barbe, ce qui indique qu'il a forcément séjourné quelque part et s'est rasé, ou alors qu'on l'a rasé. Son estomac, il est complètement vide, le corps ne présente pas de perte de poids, ce qui suggère simplement qu'il n'a pas mangé le jour de son décès. Le médecin légiste, il va relever également une abrasion sur la cuisse de Zygmunt et des coupures superficielles sur ses mains et ses genoux. Il confirme aussi qu'il n'y a aucune lésion cérébrale ou d'AVC qui aurait pu lui faire perdre la tête et qui l'aurait fait partir comme ça dans la nature. Les fameuses marques de brûlures très bizarres causées par un soi-disant liquide chaud ou corrosif dateraient approximativement de 2 jours, ce qui signifie qu'elles se seraient produites au milieu de sa disparition. Et c'est à ce moment-là, au moment de cette autopsie, qu'ils vont découvrir que c'est Zygmunt Adamski, il y a un rapprochement qui va être fait. Après l'avoir identifié, les agents ils vont se rendre à Tingley, près de Wakefield, au domicile de sa femme. Ils vont discuter de la découverte et elle accepte qu'un ami de la famille nommé Chris vienne identifier le corps. Durant le trajet de retour à travers les Landes, Chris il va fournir de nombreux détails aux enquêteurs. Il va expliquer que Zygmunt a disparu le vendredi 6 juin à 15h30, exactement 5 jours avant sa découverte. À sa connaissance, Zygmunt n'avait pas d'amis et ne connaissait personne à Todmorden. Et donc il n'avait aucune raison de se rendre là-bas. Zygmunt apparemment c'était vraiment une personne timide, il faisait sa petite vie, il faisait chez personne, il avait pas envie d'aller jusqu'à Todmorden pour faire je ne sais quoi. Surtout avec 100 kilos de patates. Et donc durant l'identification du corps, Chris il fait remarquer que Zygmunt avait les cheveux plus longs et plus épais avant de disparaître. Et donc cette observation elle va corroborer avec l'impression de l'agent Godfrey, selon laquelle les cheveux avaient été grossièrement coupés récemment. Et Chris il va également confirmer qu'il n'avait pas ces espèces de blessures, de brûlures avant de disparaître. De retour à Tingley, les enquêteurs, ils s'entretiennent longuement avec sa femme, Lottie. Elle ne voit absolument aucune raison qui expliquerait la disparition de son mari. Elle va raconter qu'il était de bonne humeur, il était heureux, il était joyeux comme on l'a vu. Il y avait vraiment aucune raison. Zygmunt était au courant qu'il souffrait d'une maladie cardiaque, mais il allait très bien, il était suivi. On arrive à faire une chronologie quasiment parfaite et à comprendre à peu près ce qui s'est passé sans connaître le fond du problème. Dans un premier temps, à 8h15, Trevor Parker il va se rendre dans la cour à charbon et ne remarque rien d'anormal. Ce fameux matin où il y va et il n'y a rien. Entre 13h et 13h30, Peter Stuckfleet, qui est un officier adjoint à la caserne de pompiers locale et travaillant à temps partiel à la station de charbon, va se rendre dans la cour pour chercher Trevor Parker. Ne le trouvant pas, il va se rendre au pub White Hart Fold Inn. À 13h30, Stuckfleet retrouve Parker au pub, où ils vont rester environ 2 heures. 15h30, Parker retourne seul à la cour. 15h45, Parker découvre le
corps de Zygmunt sur le tas de charbon. 16h10, les agents arrivent sur les lieux pour constater le décès. Et enfin, 21h15, vous avez l'autopsie qui est faite par le docteur Alan Edwards. Il y a un petit souci, c'est qu'il y a des contradictions temporelle, notamment l'heure du décès estimée par le médecin légiste, entre 11h45 et 13h15, ça va soulever plusieurs questions relativement troublantes. Comme on l'a vu, le tas de charbon qui est visible depuis le train, des gens normalement l'auraient vu et auraient au moins signalé à la police, voilà, quelque chose. L'hypothèse la plus probable, c'est que finalement Zygmunt soit mort et qu'on l'ait déposé ici dans un laps de temps assez court, sur ce tas de charbon. Suite à l'autopsie concluant à une mort naturelle, l'enquête elle est rapidement réduite et confiée à la police traditionnelle pour des recherches de routine. Cependant, l'un des agents ayant développé une bonne entente avec Lottie, il va estimer qu'elle mérite des réponses plus complètes et il va travailler sur le sujet. Il va soumettre un rapport à ses supérieurs, initiative qui n'est pas bien accueillie. On va d'ailleurs lui conseiller fortement de laisser l'affaire, sinon il peut perdre son poste. Plus tard, Godfrey il va rencontrer à nouveau Peter, qui lui confie être allé au commissariat pour faire une déposition et qu'un agent du département d'investigation criminelle d'Halifax l'a reçu et lui a dit qu'il pourrait avoir à témoigner devant le tribunal du coroner s'il allait jusqu'au bout. En septembre 1980, l'agent Malcolm Hagley, qui travaillait avec Godfrey sur cette enquête, lui demande s'il a vu le journal local. Parce que l'article indique que le coroner James Turnbull a conclu l'enquête en rendant un verdict ouvert sur la mort de Zygmunt Adamski. Alors ni Godfrey ni Hagley n'ont été appelés comme témoins, bien qu'ils aient fait partie des premiers agents sur les lieux. Sutcliffe non plus n'a pas été convoqué, alors que son témoignage était absolument crucial pour confirmer que le corps de Zygmunt n'était pas présent avant 13h30. Hagley contacte le bureau du coroner pour demander pourquoi il n'a pas été contacté. On va lui répondre simplement que sa présence n'était pas nécessaire. En septembre 1980, il y a d'autres médecins qui ont examiné les images des brûlures que Zygmunt avait dans le cou. Là encore, on va confirmer que c'est bien un liquide corrosif, mais on n'a jamais réussi à déterminer ce que c'était. Il y a un inspecteur de police qui conteste l'affirmation de Lottie, donc de la femme, selon laquelle le corps aurait été abandonné, et déclare qu'il pense que l'homme, donc Zygmunt, est mort là où il a été trouvé, donc sur ce tas de charbon. Mais il n'a aucune idée de comment il y est arrivé ici. La contradiction avec la déclaration de Sutcliffe, qui était présent sur les lieux avant l'heure présumée du décès, n'est toujours pas présentée au coroner. Ça pédale un peu dans la semoule parce que le 25 septembre 80, le coroner il va conclure « Les gars, on ne sait pas ce qui s'est passé ». Dans la nuit du 28 novembre 1980, l'agent Alan Godfrey, il est témoin d'événements absolument bizarres. Cet incident survenu à quelques centaines de mètres du lieu où le corps de Zygmunt a été découvert 6 mois plus tôt, va renforcer les spéculations autour d'une possible implication de gens venus un peu d'ailleurs. Aux alentours de minuit, le poste de police de Todmorden va recevoir un appel signalant un troupeau de vaches errant dans un quartier résidentiel. Alan Godfrey, de service, il est chargé de retrouver le bétail. C'est rigolo parce que ça m'était arrivé, ça, j'avais des moutons qui étaient rentrés dans ma maison. Petit kebab gratuit à minuit. Malgré des recherches minutieuses, il ne parvient pas à localiser tous ces animaux. Animaux pourtant qui pèsent chacun au moins 300 ou 400 kilos si ce n'est plus, et il y en a beaucoup, donc imaginez pourquoi on ne trouve pas des vaches. Il y a un nouvel appel provenant d'une résidence du quartier qui relance l'enquête. Elle affirme avoir vu des vaches dans son jardin. Mais après un éclair lumineux intense, elles disparaissent sans laisser de traces. Vous avez des vaches qui se téléportent, les gars. Là, il y a un problème. Là, on rentre dans le bizarre. Là, on adore ça. Godfrey, il est très perplexe. Il conclut qu'une voiture ayant fait usage de ses phares pourrait être à l'origine de la fuite des animaux. Cependant, aucune vache ne va être retrouvée cette nuit-là. Il y a plein de vaches, flash lumineux, il y a plus de vaches. Il y a des vaches, il y a plus de vaches, il y a plus de vaches, il y a des vaches. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit un petit peu, on me voit plus, un petit peu, plus. Quelques heures plus tard, alors que son quart de travail touche à sa fin, Godfrey il patrouille sur Burnley Road. À ce moment-là, il regarde au loin, et il voit un truc bizarre sur la route. Je suis flou. Il voit une masse comme ça, un objet énorme. Il voit, de ce qu'il dira, un engin en forme de diamant mesurant environ 6 mètres de large et 4 mètres de haut, flottant à 1,50 m du sol. L'objet, il émet une lumière fluorescente et tourne lentement sur lui-même. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on est en train de plonger tout doucement dans les trucs un peu extraordinaires. Tentant de signaler l'événement par radio, Godfrey il constate que ses communications sont bloquées. Il décide alors de prendre des notes et d'esquisser l'engin, alors qu'il dessine un flash lumineux intense l'aveugle. Quelques instants plus tard, il se retrouve plus loin sur la route. L'engin a totalement disparu. Chose étrange, le sol sous l'endroit où il était est complètement sec malgré la pluie battante. Alors de retour au poste, Godfrey il se rend compte qu'il lui manque environ 25 minutes de temps dont il ne garde aucun souvenir quasiment, sauf évidemment l'apparition de cet engin. Il a également une de ses bottes qui est apparemment déchirée. Le jour suivant, d'autres témoins, dont des policiers et un gardien d'école, vont rapporter avoir vu des lumières étranges dans la même zone au même moment. Malgré le témoignage de pas mal de personnes qui ont vu des trucs chelous, Godfrey, on va littéralement se foutre de lui. Ça va devenir vraiment la risée de la police. Ouais, t'as vu les aliens, la soupe aux choux, tout le bordel, on connaît la musique. Ça c'est de la soupe aux choux.
de la vraie. Ça va même le pousser à prendre sa retraite tellement qu'on se foutait de sa gueule, les gars. Je ne sais pas s'il avait tous ses trimestres, mais en tout cas, il part. Quelques mois plus tard, Godfrey se soumet à une séance d'hypnose régressive. Il va raconter alors avoir été enlevé par des entités humanoïdes, l'un d'eux nommé Joseph, ou plutôt Joseph. Il racontera même durant cette séance d'hypnose que 8 petits êtres aux têtes bulbeuses et aux yeux grands et noirs réalisaient des examens médicaux sur lui. Il va raconter ce qui s'est passé à sa séance d'hypnose. On va encore une fois se foutre de sa gueule. Les gens vont penser qu'il a complètement halluciné ou quoi. D'un point de vue personnel, moi, ces récits-là, je les trouve évidemment très bizarres. Tout le monde les trouve très bizarres. On a le droit d'être suspicieux, évidemment. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait autant. Pourquoi il y a autant de gens qui racontent ces trucs-là? Et souvent, c'est les mêmes histoires, voilà. Pourquoi il y a des gens qui racontent avoir été enlevés et qu'on leur a fait subir des expériences? Je veux dire, est-ce que c'est l'arrivée des films SF, je sais pas, au cinéma, qui a fait... Il y a une génération comme ça qui raconte ce genre d'événements. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a autant? Est-ce qu'il y en avait avant que le cinéma et la SF vraiment existent? C'est bizarre si c'est vrai, mais c'est bizarre si c'est pas vrai aussi, parce que sur le plan social, c'est quand même un truc étrange. Qu'il y ait beaucoup de monde qui s'imagine ce genre de choses, vous voyez. Après, chacun est libre de croire ou pas, hein, évidemment. Ça reste étrange dans tous les cas, que ce soit vrai ou pas vrai. Et alors, est-ce que quelque chose, finalement, rejoint la mort de Zygmunt et l'expérience bizarre d'Alan Godfrey? Évidemment, il y a une piste criminelle qui va être évoquée. En 2008, John Johnson, qui est un ancien officier du CID, et David Sankey, qui est un chercheur respecté en matière d'OVNI, vont examiner l'incident. Et donc, ils vont arriver à la conclusion que Zygmunt s'était disputé avec un membre de sa famille, avait été kidnappé et était mort d'une crise cardiaque. Alors, le problème, c'est que cette théorie, elle présente plusieurs faiblesses. La famille a clairement déclaré qu'elle n'avait aucun lien avec Todd Mordem, notamment le fait qu'on se débarrasse du corps sur un tas de charbon chez quelqu'un, mais aussi que finalement, il n'y avait aucune dispute qui avait eu lieu. Il y a une théorie aussi qui parle de troubles neurologique. Finalement, Zygmunt aurait complètement pété un plomb, et le policier aussi, il aurait vu des trucs qui n'existent pas. Évidemment, dans tout ça, dès que ça devient bizarre, il y a des gens qui vont penser que le gouvernement a fait des essais sur le pauvre Zygmunt, qu'on lui a mis comme ça du produit dans le cou, là, qui brûle et qu'il est mort comme ça. Ça fait partie toujours du package des explications bizarres. Vous avez également une autre hypothèse qui dit que Zygmunt aurait volontairement disparu, peut-être pour échapper à des problèmes personnels ou financiers. Le souci, c'est que le gars était super heureux avant de crever, il était absolument totalement dévoué à sa femme qui était, je vous le rappelle, handicapée et qui comptait beaucoup sur lui pour vivre. Il n'avait absolument aucun problème majeur dans sa vie. Alors c'est important de recontextualiser cette affaire qui est un peu étrange, hein, on va pas se mentir. On était dans les années 80, c'était la guerre froide, il y avait une fascination absolument croissante pour les phénomènes ovnis, et le cas de Zygmunt, il va s'inscrire dans cette période de tension internationale, mais aussi cette période de grande méfiance envers les autorités, parce qu'il se passait beaucoup de choses en sous-marin. Qu'on adhère à la théorie extraterrestre qui peut paraître complètement farfelue, ou bien à la théorie plus conventionnelle d'un crime, ça nous rappelle que certains mystères résistent à toute explication rationnelle. Comment un homme d'une 50aine d'années ayant des problèmes cardiaques aurait-il pu grimper sur un tas de charbon de 4 mètres pour y mourir? Pourquoi était-il complètement propre? Pourquoi personne n'a rien vu? Si quelqu'un l'a séché, pourquoi l'avoir cramé avec du produit inconnu? Et pourquoi l'avoir déposé là? Vous voyez, il y a énormément de questions très bizarres. Et donc encore à ce jour, personne n'a d'explication. Mais vous, je sais que vous allez en avoir. Je vous attends en commentaire. Merci à tous. À très vite. Au revoir.